Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Depuis Barcelona à Noventados, nos villes seraient devenues des produits marketing plutôt que des cadres de vie. Les quartiers entiers sont rasés, planifiés, allotis, avec un jeu savant dans lequel une poignée d'urbanistes décide d'où et comment on placera tel logement, telle activité ou telle école, et comment on s'y rendra. Des architectures magnifiques s'alignent, promettent une urbanité douce et apaisée, mais la sauce ne semble pas prendre. Dans ces quartiers tracés au cordeau, 30 ans à l'avance, comment prévoir l'imprévisible? Comment permettre à la ville de rester un lieu de créativité? Pour retrouver notre fascination pour la cité, serions-nous amenés à rêver finalement d'une ville un peu plus sauvage? Alors pour en débattre, Mathilde Chaboch, adjointe au maire en charge à l'urbanisme à Marseille, Mathieu Boitevin, architecte et organisateur avec l'association Va jouer dehors du festival de la ville sauvage à Marseille où nous sommes actuellement. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Bonjour Mathilde Chaboch, adjointe au maire à l'urbanisme, au développement harmonieux de la ville. Vous êtes urbaniste, sociologue, diplômé de Sciences Po Paris et de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille Université. Depuis juillet 2020, vous êtes adjointe à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville de Marseille. Votre délégation couvre la stratégie foncière, l'urbanisme, l'architecture, le schéma directeur des équipements publics. Vous portez la vision forte d'une ville résiliente, à l'urbanisme maîtrisé et au service de la transition écologique et sociale. Bonjour. Bonjour, tout ça. Ouais, voilà, tout ça. Mathieu Poitvin, architecte, vous vous qualifiez volontiers comme chevalier romantique, obstiné et courageux. J'ai déjà dit non. À la tête d'ARM Architecture, pendant plus de 20 ans, vous dirigez en collaboration avec Fabrice L'Extrait, l'agence devenue Caractère Spécial. En 2014, vous êtes associé depuis cette date à Thomas Breténière. Vous enseignez actuellement à l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Et avec votre association Va jouer dehors, vous êtes l'initiateur de ce magnifique festival de la ville sauvage où nous nous trouvons actuellement, et vous pouvez entendre en bruit de fond les gens qui sont en pause actuellement entre ces zones de tandem, ces périodes de tandem, c'est-à-dire des petits débats qui animent un peu toute cette journée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Parle bien dans le micro. Voilà. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais que vous écoutiez non pas un micro-trottoir, mais un micro-plage. Alors je me suis rendu sur la plage des Catalans pour interroger les Marseillais sur le développement urbain de leur ville. Alors malgré les mains pleines de sable et de crème solaire, ils ont su trouver les mots assez justes pour qualifier leur ville. Marseille, c'est toujours été une ville sauvage. Hein. Moi, je l'appelle une ville de Roloto. C'est une ville de fatigués, comme on dit ici. Mais c'est Marseille. C'est Marseille, on l'aime ou on l'aime pas. Marseille, c'est ça qui est reconnu par rapport à son bordel et par rapport à son ambiance, sa fête, etc. C'est une ville que je pourrais pas quitter. C'est ma ville, quoi. Je resterai là, quoi qu'il arrive, même si ça se développe pas. Il y a des travaux, il y a des nouveaux trucs, mais voilà, quoi. C'est toujours la même chose. Sauvage, on va dire que c'est beaucoup trop tard. C'est trop tard parce que quand vous regardez comment ça a poussé un peu partout, même dans des quartiers qui étaient magnifiques dans les quartiers nord, aujourd'hui vous avez des pauvres gens qui sont entassés dans des tours. L'âme de la ville et son côté petit port de pêcheurs, parce que ce qui était Marseille avant, peut-être s'imprégner un peu plus un retour en arrière, quelque chose comme ça, plutôt que du très haut, du tout trop. Voilà, rester un peu plus simple et conserver justement la particularité de notre ville. On a des quartiers qui sont encore de la même architecture de l'autre côté de la Méditerranée, je dis toujours ça, qu'on doit refaire la même chose à Marseille, qu'elle retrouve un peu son architecture ancienne. Je vois les stacks, c'est magnifique le petit village, mais c'est entaché par tout ce qui a été construit un peu. Mais c'est les années 70-80 ça, je pense. Et ça, on ne peut pas raser toutes les tours. Arrêtez de travailler avec la Solea, mais toutes ces boîtes qu'ont mis Marseille dans cet état. Je pense que c'est une ville qui souffre malheureusement de manque de plan d'urbanisme conscient. Puis aujourd'hui, à l'heure qu'il est, aussi en lien avec les problématiques écologiques, ça c'est sûr. Donc là, ils essaient de construire harmonieusement. C'est-à-dire que les bâtiments, il faut qu'ils se ressemblent à peu près tous pareils. Pas construire un bâtiment qui fait un étage et à côté un de 6, etc. etc. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut qu'ils travaillent plus sur les projets, il faut des gens compétents, c'est tout. C'est ce qui manque à Marseille, mais là je pense que ça commence à venir. Parce que Marseille c'est une belle ville, ça attire des cerveaux, des bruines. On commence à concevoir des quartiers comme celui de la Joliette, le quartier de la Joliette qui est devenu la CBD. La CBD c'est la Central Business District, comme à Chicago. Donc c'est le quartier des affaires où il y a des grands buildings qui commencent à faire des tours.
Il y a ce nouveau truc là où ils prennent un peu des architectes, qui mettent des couleurs, qui innovent un petit peu sont un peu originaux, on va dire, sur les constructions, ce qui fait que ça donne un rendu visuel agréable quand on se balade. Après, moi, ce que j'aime, je trouve qu'il y a une certaine quand même froideur dans ces nouveaux quartiers en général. C'est souvent des avenues vides le soir, voilà. Puis encore une fois, il me semble pas qu'il y ait trop d'espace vert qui ait été pensé. On a l'exemple quand même de la place Jean Jaurès, qui était une place magnifique, et on a coupé des arbres et on a fait du béton, et ça ressemble plus du tout à une place provençale. C'est une place comme vous pouvez retrouver à Strasbourg, à Lyon et dans toutes les grandes villes de France. Un appartement vide à Marseille à réhabiliter d'abord, avant tout. Il faudrait peut-être arrêter de construire. Quand vous voyez ce truc immonde sur la plage des Catalans, alors je suis ravie de voir que maintenant notre avis les intéresse. Par contre, là, il est temps de participer, oui. Moi, je crois qu'il faut construire avec les gens, penser l'habitat en fait avec les gens qui le vivent. Quand il y a eu par exemple les destructions de bidonvilles dans les années fin des années 50, 60 pour faire les grosses barres d'HLM et tout, que de toute évidence, en fait, dans ces cages à lapins qu'on faisait, il y avait tout un tissu culturel et social et humain qu'on détruisait. Ça ne doit pas être une opération masturbatoire, que de faire son norme architecturale, quoi. Que voilà, faut que les architectes aient un peu d'humilité et plus d'intelligence, je pense anthropologique et écolo aussi, mais ça va avec. On est en retard par rapport aux grandes métropoles françaises, c'est-à-dire Bordeaux, Toulouse, Lyon et Paris. Et bon, ça commence à changer maintenant, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut faire un plan Marshall, je pense. Il faut que dans les 5 années qui arrivent, là, avant 2030, il faut qu'ils accélèrent graduellement, mais en puissance. C'est assez intéressant de voir à quel point les Marseillais sont attachés à leur culture urbaine et méditerranéenne. Ils démontrent aussi qu'on ne peut pas construire en détruisant, qu'il faut aussi avancer avec les gens, qu'il faut arrêter de faire des bâtiments trop machin, trop ceci, trop cela. Mathilde Chaboch, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, est-ce que ces témoignages vous étonnent et est-ce qu'ils vous parlent ? Il me parle évidemment parce que moi je passe beaucoup de temps à écouter, à échanger avec les gens. Je suis pas une élue coupée du monde dans son bureau, ça m'intéresse pas du tout et je pense qu'on n'a jamais raison tout seul. Donc moi je passe beaucoup de temps à faire ça. Donc ça me surprend pas. Ça vient finalement confirmer une espèce de relation très singulière qu'on a les Marseillais et les Marseillaises avec notre ville. Une espèce de relation d'amour-haine où à la fois on l'aime pour ce qu'elle est, on la déteste en même temps d'être ce qu'elle est, en même temps on voudrait qu'elle change pour rien au monde, avec finalement parfois une difficulté à accepter la logique de transformation de la ville, parce que je pense qu'il y a eu par le passé tellement d'errements qu'on a l'impression que la transformation elle sera toujours défavorable au territoire et aux habitants et qu'elle ira pas dans le bon sens. Donc je pense qu'il y a une nécessité de réenchanter cet amour des Marseillais pour leur ville dans un accompagnement de la transition. Mathieu Poitvin, est-ce que dans ces témoignages qu'on a entendus est née cette idée de faire un festival de la vie sauvage ? Comment est arrivée cette idée ? Je voudrais préciser un truc. Mathilde Chaboch ne le dit pas et on ne le dit pas assez, mais Mathilde Chaboch fait de la politique depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Avant, elle fait partie d'aucun parti politique. Elles ont créé une association qui s'appelle Mad Mars avec Olivia Fortin. Donc elles sont présidentes et vice-présidentes ou vice-versa, peu importe. En tout cas, c'est pas important. Et donc ça veut dire que cette mutation qui est en train de s'opérer, elle vient pas d'une mutation d'une volonté politique, mais elle vient d'une mutation de la société civile. Ces gens viennent de la société civile, ils ont été élus contre vents et marées en y croyant alors que personne n'y croyait. Et elles ont renversé une ville qui était destinée pour être de droite jusqu'à la fin de ses jours, dans une ville qui est aujourd'hui une ville novatrice et une ville qui se veut être en mouvement. Donc ce qu'elles font est extrêmement courageux, ce qu'elles font est extrêmement difficile. Elles se battent contre des inerties quotidiennes qui sont réputées. Je fais pas de la lèche, je fais partie de la société civile et je me bats aussi. Donc je me mets dans le lot, même si je ne fais pas partie de cette municipalité. Les témoignages, moi je fais très attention au micro-trottoir, en général ça me gonfle, je trouve ça un peu gonflant parce qu'il y a un côté folklorique et le folklore me fatigue et le folklore de Marseille dont on a été victime et dont on est encore victime, la sardine, l'accent, le patin, le couffin, etc. J'en suis victime toute la journée. Chaque fois que je vais à Paris, et il y a des gens autour de cette table qui me connaissent depuis longtemps, il n'y a pas une fois où on m'a pas dit Mathieu Poitvin, l'architecte marseillais. On ne dit pas l'architecte bordelais, on ne dit pas l'architecte lillois, on dit l'architecte marseillais. Je suis toujours connoté comme étant le Marseillais. Maintenant, je l'assume. Non seulement je l'assume, je le revendique et j'en suis fier. Donc la ville sauvage, elle vient d'en fait, c'est une façon de pouvoir parler. Ce qui est assez amusant quand je pose la question, c'est que ceux qui sont des intellos et qui sont très érudits sont très emmerdés pour répondre à cette question, donc se mettent le doigt sur le menton et répondent que finalement la ville sauvage avec beaucoup de digressions n'existe pas. Et ceux qui sont dans le faire, ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont dans le mouvement pour que cette ville évolue, eux, les associations ici, Marseille est une ville où le tissu associatif est extrêmement puissant, donc les associations parlent tout de suite de la ville sauvage comme quelque chose de possible. En fait,
Le sauvage, ça veut dire qu'est-ce qui rend possible? Comment est-ce qu'on rend les choses vivantes? Comment est-ce qu'on sort de la norme et de la règle pour que les choses soient importantes? J'ai voulu faire ça parce que je pense que les entre-soi sont une catastrophe. Et donc Mathilde qui est ici, c'est pour sortir de l'entre-soi des politiques. Moi, c'est pour sortir de l'entre-soi des architectes. Et pour que tout à coup, cette rencontre qu'on fait ici pendant ces 3 jours soit un lieu d'hybridation dans lequel les architectes, les urbanistes, les artistes, les cuisiniers, les élus, les politiques, les promoteurs, tout ça se rencontre pour essayer de former une sorte de tout qui devienne pour le coup, je l'espère, harmonieux pour le devenir de cette ville. Et que Marseille, parce qu'aucune ville ne communique sur l'architecture comme un élément culturel, que Marseille se prenne à rêver d'un festival d'architecture qui soit comme celui d'Avignon, le théâtre, et que l'architecture de Marseille devienne le carrefour de l'architecture internationale. Et Mathilde Chaboch, comment accueillez-vous cette idée d'ensauvagement de la ville qui est un peu proposée là? Alors, je ne sais pas si je suis une intello avec la main sur le menton, mais moi je suis assez partagée sur ce concept. D'abord parce que je trouve que dans l'idée du sauvage, il y a à la fois un rapport à la nature qui m'intéresse, mais il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de régulation et que finalement dans la forêt sauvage, le risque c'est que ce soit la loi de la jungle et la loi du plus fort qui domine. Or moi je pense qu'on est une ville dans laquelle les pouvoirs publics ont été singulièrement absents pendant des décennies et des décennies, ce qui a mis des tas de quartiers dans des situations d'abandon. La résultante, c'est quoi? C'est une forme de résilience de la population qui s'est démerdée, pour le dire en toute simplicité, en bricolant. Il n'y avait pas de bibliothèque, c'est pas grave, on inventait une bibliothèque avec les voisins. Il n'y avait pas de transport en commun, c'est pas grave, on se débrouillait, on partageait les voitures, etc. Donc cette culture de la débrouille, elle nous a rendus forts et puissants, les Marseillais. Ça, c'est une force. Mais le rebours de ça, c'est que c'est quand même la loi du plus fort et que nous, on est une ville de prédateurs, une ville dans laquelle beaucoup d'intérêts privés ont prédestiné à la trajectoire de la ville. Beaucoup de décisions ont été prises en faveur d'acteurs privés et pas en faveur de l'intérêt général. Et moi, je suis très sceptique face à l'idée que l'intérêt général pourrait être la somme des intérêts particuliers. Non, je pense l'inverse. Et je pense que la puissance publique doit avoir un rôle de régulation, d'encadrement pour éviter que ce soit juste la loi des plus forts que subissent du coup les plus faibles. Et donc, je suis pour une idée quand même d'une forme de domestication, non pas du côté sauvage au sens de la nature. Je suis à fond pour le retour de la nature dans cette ville qui crève de son absence d'espace vert, mais je suis pour une forme de régulation et de domestication pour pas que ce soit que les intérêts privés qui continuent à dominer et qui finalement ne permettent pas de répondre aux besoins des habitantes et des habitants. Alors, quand j'entends la notion de ville sauvage, moi je pense un peu à ma propre échelle, vous savez, un peu le camping sauvage. C'est-à-dire qu'on habite, on met une tente, on est un peu n'importe où, on est en dehors des endroits où on doit dormir, on est un peu en dehors du côté régulé, mais par contre on va profiter d'un cadre un peu plus sympa, d'un peu plus de liberté. Est-ce que, Mathieu Poitvin, cette notion de ville sauvage, ça serait un peu comme une sorte de camping sauvage mais permanent? Mais c'est ta version des faits, c'est très bien. Mathilde en a une autre, c'est très bien. David en a une autre, c'est très bien. J'en ai une autre. Et ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est justement, c'est la force de ce métier, c'est que chacun peut imaginer et s'approprier une situation à sa façon. Et donc, du coup, ce mot sauvage, c'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est celui de tout le monde et chacun peut l'interpréter comme il veut. Il y a autant d'interprétations que de personnes. Il y en a qui vont voir des plantes qui poussent, il y en a qui vont voir la sauvagerie, la barbarie immobilière, il y en a qui vont voir d'autres choses, il y en a qui vont voir la ville informelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que ce sauvage, en fait, c'est justement ce qui crée de l'imaginaire, ce qui crée du désordre, en tout cas de l'envie. Alors dans Ouzbek Erika, vous avez un peu plus précisé votre pensée parce que vous fustigez cette ville cédée à la spéculation, et je cite cette formule qui m'intéresse beaucoup: ce n'est pas la ville de ceux qui y vivent, mais la ville de ceux qui en vivent. Non, ça c'est ce que je voudrais, ce que j'appelle de mes vœux. J'aimerais que la ville devienne comme ça. Pendant longtemps, pendant plus de 30 ans, l'immobilier a été une discipline de spéculation immobilière dans laquelle les bulles immobilières étaient gigantesques. C'est en train de changer. Par exemple, si on prend l'exemple de la Chine où tout va bien, la Chine, c'est quand même la destruction de 68 millions de logements. 68 millions de logements détruits parce que ça coûte trop cher de les maintenir en état. Donc si on veut pas que ça nous arrive, ça veut dire qu'il va falloir que ça se passe autrement. Même les promoteurs les plus cyniques se rendent compte qu'aujourd'hui faire juste de la spéculation immobilière et d'appeler un immeuble un produit financier, ça marche pas. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut imaginer un immeuble de logement, puisque c'est 80% de notre discipline, avec les gens qui y vivent, pour les gens qui y vivent, pas pour ceux qui en vivent. Justement, c'est important de savoir ceux qui vont vivre dedans, qui sait, comment et pourquoi on va les faire vivre ici. C'est ce qui m'importe. Mathilde Chaboch, est-ce qu'on aurait abandonné un peu la ville à la spéculation immobilière
Au point qu'elle soit devenue inhabitable ? Alors, je pense en effet qu'il y a eu une façon de donner leur place à ces acteurs privés qui ont l'œil sur leur calculatrice et dans des approches un peu court-termistes de produits financiers. Le logement, ça pourrait être des carottes, ça pourrait être du pétrole, peu importe. Je pense qu'il y a eu pas tant un défaut de leur part, c'est une espèce adaptative pour moi, les promoteurs. C'est-à-dire qu'ils se développent un peu comme des champignons ou des fleurs sous un arbre. Ils se développent en fonction des ressources qu'on leur met à disposition. Si on leur donne un cadre relativement mou, très arrangeant, où finalement leurs intérêts dominent et qu'on fait un peu des décisions sur mesure, ma foi, ils prospèrent et pourquoi ils s'en mettraient à faire de la qualité ? Moi, quand je suis arrivée, au bout de quelques semaines de mon élection, j'ai rencontré un promoteur qui m'a expliqué qu'il faisait tout super bien, etc., etc. Et quand j'ai demandé à voir les projets, il m'a dit non, mais ça vous inquiétez pas, vous aurez juste à signer, on a tout organisé avec vos services. Premier exemple. Deuxième exemple, j'en ai rencontré un autre qui était plus marrant, qui m'a dit c'est super que vous arriviez parce que vous avez l'air d'avoir plein d'idées, parce qu'avant Marseille c'était toujours là où on fourguait les projets dont les autres maires voulaient pas, donc maintenant ça va changer, ça va être plus fun. Et moi ça, je ne veux plus de ça en fait. On est la 2e ville de France, on a un site exceptionnel, on a une population complètement dingue, on a la plus grande université francophone, on a des entreprises et des talents d'une qualité incroyable, donc on mérite une architecture à notre hauteur, ce qui veut dire remettre gentiment tout ce petit monde dans le cadre. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Moi j'ai pris beaucoup de coups la première année parce que je leur ai dit les gars, on va commencer par respecter la loi. Et donc je me suis pris des tribunes, je faisais s'effondrer la filière du BTP, j'osais faire des refus de permis de construire quand on me faisait des demandes illégales. Bah oui les chéris en fait. Oui, et je continuerai, et je continue chaque jour. Donc il y a eu une première année de retour à la loi. Alors la loi, je suis d'accord avec Mathieu, ça suffit pas à faire de l'extraordinaire. N'empêche que c'est déjà la première chose. Et la deuxième année, c'est de dire maintenant qu'est-ce qu'on invente ? Maintenant vous avez tous compris, vous avez bien râlé, vous avez bien pleuré, c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'État, c'était un scandale, etc. Maintenant on joue dans les règles et qu'est-ce qu'on se donne comme ambition ? Et on a construit avec les professionnels et la société civile une charte de la construction durable qui est toute belle, qui pose 10 points clés de dire on va faire du bioclimatique, on va faire de l'environnement, on va faire avec le déjà là, on va se poser la question du quartier dans lequel on travaille. Donc ça jugule et je pense que ça remet en fait chaque acteur. Et je vous disais, les promoteurs sont pour moi une espèce adaptative. Quand ils ont un cadre un peu plus strict, avec des règles, avec en face des acteurs publics qui tiennent la route, ils sont aussi beaucoup plus à l'écoute de leurs architectes qui en général sont très d'accord avec l'élu que je suis en disant mais super, mais oui, poussez la qualité, nous on en a marre de faire de la merde. Et du coup, ils s'adaptent. Et je constate par la relance qu'on a qui est assez forte en termes de production de logement, que tout ce petit monde a finalement compris qu'il fallait jouer dans les règles et s'y adapter à la nouvelle ambition. Alors, avant de parler un peu de votre politique de la ville et puis un peu de débattre sur ces sujets-là, je voudrais laisser la parole à Léa Müller, qui est donc journaliste à Chronique d'Architecture et à qui on a laissé une sorte de carte blanche pour parler de Marseille. Bonjour Léa. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc moi quand je suis arrivée, j'ai donc lu le programme du festival. Oui, je sais, c'est très très bien. Donc j'ai vu des architectes, des aménageurs, des politiques, des promoteurs, des étudiants, des artistes, des cinéastes, des artistes, enfin tout plein de gens. Mais il y a quelqu'un que je n'ai pas vu, c'est Marseille. Marseille n'a pas parlé en fait, on parle pour elle. Et donc je suis allée lui demander son avis de elle, ce qu'elle pense et un petit peu son plaidoyer pour la ville. Son futur. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Moi, Marseille, ville sauvage, j'ai 2600 ans et on oublie parfois un peu vite que je suis une des plus importantes cités antiques et la porte maritime et commerciale du Grand Empire grec. À l'époque, on m'appelait Massalia, j'étais née des Phocéens. Le temps a passé, la vie, la modernité, l'industrialisation, je me suis un jour réveillée comme la violente et la mal-aimée. Et pourtant, je suis la 2e ville de France. Moi, Marseille, ville méditerranéenne, je porte dans mes ruelles la chaleur et la gouaille d'un temps où le cosmopolitisme avait un sens. On y croise des dizaines de nationalités et même des Parisiens. La fosse a aujourd'hui disparu et les touristes ont un peu remplacé les dockers, cependant rien n'a vraiment changé. Ici, on se mêle étrangement. On trouve le sens du collectif qui vrille, des quartiers de toutes sortes, des disparitions aussi qu'il faudrait gommer. Comme New York, Londres et Paris, je suis une ville monde, mais à ma mesure. Moi, Marseille, ville sauvage et sensuelle, au sens noble du terme, je mets l'essence des marcheurs en éveil. Je suis fière de mes couleurs, le blanc et l'azur de mes armoiries, le ciel, la mer. Je suis fière de mes passages de pierre ombragées qui grimpent. Moi, Marseille, je vis au mouvement de l'agitation qui règne, les bras qui s'agitent, le ton qui monte. Moi, Marseille, j'ai une odeur, celle du port, tant pis pour les sardines. J'ai un son, celui de la rue, des klaxons, des embouteillages, parce qu'il n'y a pas trop de transport, des cornes de brune, des ferryboats, des gens qui viennent, qui partent. Mais moi, Marseille, ville personnage, je suis aujourd'hui en convalescence parce que j'ai été libre de moi-même pendant trop longtemps. On m'a oubliée et délaissée au profit des villes si lisses et sages qui se sont aujourd'hui enlisées dans le collagène du politiquement correct. Peut-être étaient-elles plus aptes à absorber l'uniformité de notre temps, peut-être.
Mais quand même, alors que chacune a ces dernières années nourri de grandes ambitions urbaines, on m'a affublé d'une collection de Pritzker, un petit peu au rabais, alors que tant d'architectes de talent entrent en mon sein. Et pourtant, ici, les immeubles s'effondrent. Moi, Marseille, ville sauvage et de paradoxes, je souhaite que l'on me voie comme ce lieu désirable. Ici, vous, festivaliers, architectes politiques, aménageurs, promoteurs, habitants, pourriez avoir la possibilité de faire émerger une génération d'architectes et de faiseurs de villes pour m'amadouer. Mais pas pour me dompter. Ensemble, nous pourrions créer un autre modèle de ville à l'opposé des copier-coller aseptisés des villes boboisées si ennuyeuses. Moi, ville sauvage, haute en couleurs, je tiens à mon identité. Je reste une ville à bâtir, pas seulement à rebâtir pour entrer enfin dans la ville du XXIe siècle. Ici, tout reste à écrire. Ma modernité devra émerger de mon identité. De nouvelles politiques de la ville sont encore à inventer. Je n'ai jamais été à la mode. J'aimerais que vous sautiez sur l'occasion pour imaginer un modèle urbain actuel, adaptable, mais surtout indémodable. Moi, Marseille, ville sauvage, j'aimerais que vous profitiez de ce moment de festival pour me comprendre, humer le temps présent, celui de demain aussi, l'effervescence qui règne depuis si longtemps, ma façon de vivre, mes besoins, mes contraintes, bref, mes spécificités pour guérir les maux qui me hantent. Moi, Marseille, ville sauvage, je serai votre laboratoire pour sortir l'architecture du champ du produit consommable. Je n'ai pas que de jolis territoires un peu tristes à sacrifier sur l'autel de la rentabilité économique. C'est le plus profond de moi que vous aurez à sortir de l'insalubrité. Des quartiers nord à l'hypercentre, en passant par les quartiers sud, je vous offrirai volontiers une occasion en or de penser l'utopie urbaine du XXIe siècle. Moi, Marseille, ville sauvage, je veux m'inventer une nouvelle fois parce que travailler sur l'espace, c'est intervenir dans la société, pour aussi trouver ma place dans la première division architecturale et urbaine de la France. Merci Léa Muller pour cette jolie chronique. C'est votre premier mandat en tant que maire adjointe à l'urbanisme. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans cet autoportrait de Marseille, dans l'état qu'elle est, quand vous avez pris vos fonctions, on va dire ? Oui, alors complètement. Moi, ce qui résonne beaucoup, c'est cette idée d'être à la fois une ville ancienne, une ville qui s'est beaucoup développée un peu n'importe comment, et puis une ville dans laquelle ça s'effondre. Et ça, pour moi, ça a été un vrai moment de bascule. C'est-à-dire qu'au moment où, le 5 novembre 2018, des immeubles s'effondrent, donc des immeubles insalubres, abandonnés, s'effondrent en tuant 8 personnes, moi je me suis dit en fait soit je m'en vais, soit je me retrousse les manches. Et pour moi c'était impossible de rester dans cette ville en tant que sociologue urbaniste qui travaille dans les quartiers nord, qui avait comme une petite utilité sociale, mais d'y rester en, je dirais simplement consommer ce que cette ville a d'extraordinaire, c'est-à-dire une société dingue, un milieu rock'n'roll que moi j'adore, très vivant, des paysages incroyables, la mer à portée de main, l'apéro, etc. Et je me suis dit en fait je peux pas consommer cette ville. Soit je m'en vais et je vais être utile ailleurs, soit je fais quelque chose et j'engage cette bascule. Et cette bascule, elle n'était pas du tout pour devenir adjointe à l'urbanisme. Elle était pour se dire, en fait, cette ville, elle mérite que les gens qui sont là, qui l'aiment, qui ont des compétences, qui ont des convictions, qui ont peut-être quelques talents, se bougent pour elle, en fait. Et pas la regardent s'effondrer en se disant, de toute façon, on a toujours eu des politiques pourries, de toute façon, c'est des élites notabilaires qui se reproduisent entre elles et qui ne cherchent pas du tout l'intérêt général et tout va continuer. Pour moi, c'était insupportable. Et donc, je me suis vraiment sentie à un moment de carrefour dans ma vie en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais ou je reste ? Alors, j'ai décidé de rester. Avec Olivia Fortin, Mathieu l'évoquait, c'est le moment où on a décidé de fonder Mad Mars, qui est devenu le ferment de la réussite de cette union improbable de tas de politiciens qui se détestent beaucoup entre eux, au sein des mêmes familles politiques. Et nous, on est arrivés en disant, en fait, nous, on va vous faire manger ensemble, on va vous faire boire ensemble et on va y aller, on va faire l'union de la gauche, en fait, les chéris, parce que c'est trop important comme sujet. Et c'est vrai que moi, j'arrive dans ce mandat avec cette espèce de sincérité qui fait que les premières vagues du début de mandat, on se les absorbe très durement parce qu'en fait on y va à fond sans compter son temps, etc. Et moi avant de travailler ici, j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, donc moi je suis venue comme ça en fait, comme j'ai été dans des tas de pays en crise en me disant j'y vais, je me relève les manches et tout, sauf qu'un mandat c'est 6 ans et donc il faut trouver une vitesse de croisière pour pas se noyer, pour survivre à tout ça et être utile en fait au dispositif. Donc moi je suis là pour cette ville-là, je suis là pour que cette ville aussi, dans 6 ans, elle ait des bonnes raisons d'être fière d'elle et pas uniquement parce qu'il y a 300 jours de soleil par an. Je trouve que c'est très très insuffisant comme motif de fierté parce qu'on n'y est pour rien, quoi. Mathieu Poitvin, alors comment est-ce que cette ville sauvage, telle que vous l'entendez, passe aussi par une intervention forte des pouvoirs publics ? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal en fait ? Non, on en parlait tout à l'heure, Mathilde le disait très bien, c'est que ceux qui construisent la ville aujourd'hui, c'est les promoteurs. Les promoteurs, en fait, ils font ce qu'on leur dit de faire.
Donc Mathilde le comprend très bien, c'est-à-dire que par la force publique et par l'incitation, voire par la loi, si on leur dit écoute, comme le dit assez bien Mathilde, les chéris, vous allez faire comme ça, et ils vont finir par faire comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très important. Après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus compliquées, puisque gérer une ville comme Marseille, c'est aussi gérer, je crois, si on se fait un appel, 17 000 personnes qui bossent avec eux. Donc ça veut dire comment est-ce que tu mets cette armée au diapason d'une ambition. C'est très compliqué parce que ces services sont là depuis longtemps. Ils sont évidemment habitués à d'autres façons de faire, d'autres systèmes, d'autres aussi, je sais pas, d'autres façons en tout cas. Et donc de pouvoir les mettre au diapason d'une ambition qui devient une ambition collective, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Donc les deux postes qui sont à mon avis des postes clés aujourd'hui pour la mutation de cette ville, en effet, comme par hasard, c'est ceux de la société civile de Marseille qui les occupent. On en parlait, Olivia Fortin et Mathilde Chaboch. Donc ce que dit Mathilde là, je trouve ça magnifique et fantastique. Et en effet, je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont venants, comme me dit Adrien Viel, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de Paris, mais pas depuis, qui sont marseillais clairement, puisque comme le disait hier Léo Lica, Orlando est marseillais, celui qui habite à Marseille, point. Donc il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Lyonnais, il n'y a pas d'immigrants, il n'y a que des Marseillais. C'est ça qui est fantastique. En tout cas, c'est ce que je crois. J'ai vu une habitante qui disait, moi je suis pas de Marseille, mais par contre j'y vis depuis 10 ans. C'est quand même étonnant. Eh ben elle est marseillaise. Bah ouais, mais elle se sentait pas vraiment marseillaise. Eh ben tant pis pour elle. Et quels outils, Mathilde Chaboch, quels outils comptez-vous mettre en place pour y arriver? Est-ce que c'est compatible du coup avec cette idée de ville sauvage, ville quand même assez libre? Alors, moi je le redis, je crois au rôle de la puissance publique pour organiser le bordel, pour être un rôle de chef d'orchestre et pas laisser la loi du plus fort dominer. Donc dans ce cadre-là, l'outil numéro 1, Mathieu l'évoquait, ça a été de mettre une administration au diapason, de leur rappeler qu'ils étaient là pour faire respecter dans un premier temps les règles et que tout ce qui était la culture du passe-droit et de l'élasticité face à la réglementation, c'était fini. Ça, c'était la première étape et c'est passé par des moments un peu étonnants. Moi, je me rappelle une chef de service qui vient me voir et qui me dit voilà, là on nous fait une demande très 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 illégale pour ça, et puis c'est des bandits, ils ont fait des infractions, des machins, des trucs, etc. Elle finit son exposé, je la regarde et elle me dit du coup, quelles sont vos consignes? Je lui dis alors écoutez, je vous arrête tout de suite. Si un jour je vous donne une autre consigne que on fait un refus parce que vous venez de m'expliquer tout ça, vous ferez un article 40, c'est-à-dire l'article par lequel un agent ou un élu doit dénoncer un fait illégal dont il a connaissance. Donc la nana, ça l'a à la fois, je pense, complètement responsabilisée. En même temps, elle avait les yeux qui pétillaient en se disant pétard, on va y aller et on va enfin faire le job pour lequel on est en fonction. Et en même temps, c'est hyper responsabilisant. Donc la première étape, ça a été de remettre la loi et le respect de la loi au cœur pour tout le monde, sur à la fois l'instruction des permis de construire, les illégalités, les infractions. On est une ville où les gens font des travaux illégaux, mais à l'appel, tout le temps, partout. On a plus de 400 signalements par an. Enfin, c'est dans des proportions complètement démentées. Ça, pour moi, c'est une forme de sauvagerie qui n'est pas du tout souhaitable. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout réglementer, mais je suis en train de dire que les personnes qui se permettent de construire des immeubles ou de détruire, notamment du patrimoine de la ville sans autorisation, ça, c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pas vraiment un outil, c'est plus une méthode. C'est comment on remet un rapport strict et rigoureux à la législation. Le deuxième outil, ça a été de construire une charte de la construction durable, c'est-à-dire une charte qui est autour de 10 points clés, je l'évoquais tout à l'heure, permet de poser un peu une ambition, parce que la loi, ça fait pas tout. Il faut aussi se donner un esprit, se donner une ambition. Donc on a construit cette charte de la construction durable qui prend des points communs avec d'autres chartes de grandes villes et en même temps a une singularité marseillaise sur ce climat méditerranéen, etc. et qui est un document vivant qu'on va faire évoluer. Et puis enfin, on a mis en place une méthode sur la fabrication des projets. Moi, je ne souhaite pas que la ville soit en fait un lieu d'enregistrement final de tout un projet pensé ailleurs où au niveau administratif, on vient à la fin obtenir la signature, mais d'être bien le chef d'orchestre de la pensée du projet. Et donc pour ça, on a mis en place une méthode d'atelier avec les parties prenantes, parfois avec les habitants, les mairies d'arrondissement, les acteurs, les architectes, les promoteurs, etc., pour travailler sur les projets depuis l'amont et s'assurer notamment, avant de regarder l'architecture et je dirais de zoomer sur l'objet et ses qualités, de regarder comment il s'inscrit dans un contexte urbain, à la fois en termes de morphologie urbaine, mais aussi en termes d'utilité sociale, parce qu'on ne peut pas poser la même chose n'importe où de façon indifférenciée. Donc cette méthode-là, elle permet de s'assurer que ce qui arrive ensuite et qui est soumis à l'examen de la loi et de la charte soit conforme à cette vision un peu globale. Alors Mathieu Poitvin, ce matin dans les tandems, donc ces débats entre deux intervenants, on entendait parler de désobéissance, on entend parler de sortir des règles, justement alors là j'entends il faut que les gens arrêtent de désobéir parce qu'ils font n'importe quoi, et en même temps on entend au contraire, il faut désobéir, il faut faire preuve de créativité, il faut sortir des rangs, il faut inventer. Alors elle est où la ville sauvage dans l'histoire ?
Je vais répondre à cette question. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à ce que vient de dire Mathilde. C'est que, en effet, c'est très bien qu'on puisse présenter un projet en amont d'un permis sur lequel on aura bossé en avant et que ce travail itératif avec les services de la ville fasse que le projet, une fois qu'il est au permis, en fait, il est quasiment validé. Le problème qu'on a par rapport à ça quand on est architecte, c'est qu'aujourd'hui, donc 80% de la commande, c'est du logement, enfin c'est de la commande privée, et que la commande privée, on est payé qu'à partir du moment où on a le permis. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout le travail qu'on fait pendant des mois, et qui est aujourd'hui un travail colossal, représente peanuts par rapport à ce qu'on gagne. Et donc c'est très compliqué parce qu'en réalité, dans un bilan de promotion aujourd'hui, l'architecture pèse à peu près 1,5%. Comment vous voulez qu'on puisse peser quoi que ce soit sur la ville quand on leur fait même pas peur financièrement? Ils représentent 1,5%. Tout ce qu'ils veulent, c'est une signature en bas. Et s'ils veulent la signature le plus vite possible, ils sont bien comme ça. Donc ce que je disais par rapport à ça tout à l'heure, c'est qu'aussi longtemps qu'on pèsera rien dans un bilan, on n'aura pas de pouvoir d'influence sur quoi que ce soit. Et c'est vachement important parce que les faisabilités, par exemple, personne ne peut le faire, mais ça peut pas être gratuit. Un travail qui est gratuit, c'est un travail qui vaut rien, par nécessité. Donc, et aussi longtemps que l'ordre, d'une manière ou d'une autre, enfin, qu'il n'y aura pas un moyen de pression pour que ceux qui nous demandent de travailler nous payent pour le travail qu'on fait, c'est juste ça, quoi, qu'ils payent pour le travail qu'on fait, alors il y aura des tas d'agences qui continueront à travailler de manière spéculative en modélisant tous les PLUI de France pour avoir, tu veux 50 logements, tu les as en 2 jours, tu veux 100 logements, tu les as en 2 jours, et c'est comme ça, et ça va très vite, et comme ça, les faisabilités durent 2 minutes, et ça met le moins de temps possible. C'est très important parce que ça veut dire que c'est à cause de ça que la qualité des productions sont médiocres. Plus on passe de temps sur la production, plus le temps qu'on va passer sera un temps de qualité. Et ce temps, ça se paye. Moi, j'ai une agence, les gens qui sont à l'agence qui travaillent, je les paye. T'en as une, tout le monde les a. Si on peut pas les payer, ou si on peut mal les payer, ben, le travail s'en ressent. C'est une évidence. Alors, le gars ce matin disait, là, dans le micro-trottoir, enfin micro-plage, il disait, il faut se mettre au travail, il faut réunir les talents, il faut passer à l'action. Est-ce que ça fait partie de ça? Mais en même temps, il est gentil, mais si tu veux, ça fait très longtemps que nous on passe à l'action. Ça fait je sais pas combien d'années que je fais ce métier, je les compte même plus et je les compterai jamais parce que je fais ce métier par passion et j'adore ça. Donc l'action, c'est ça tous les jours. Ce qu'on fait dans ce festival, si c'est pas de l'action, il faudra qu'il m'explique ce que c'est. Évidemment que ce qui m'intéresse, c'est que l'architecture, c'est pas une discipline, c'est une indiscipline. C'est une façon d'être insolent quand on nous propose quelque chose. Chaque fois qu'on nous propose un sujet, on essaie d'aller au-delà de la commande qui est faite pour améliorer, pour enchanter, pour trouver quelque chose qui soit plus beau que ce qu'on a fait dans la commande pure. Si on respecte juste les règles, bah à ce moment-là, on est un toutou, c'est bon, et puis on va pisser dans le coin, et ça bougera pas. Donc on essaie de trouver quelque chose en plus. Tous ceux qui marquent d'une manière ou d'une autre les esprits de l'architecture et de la ville sont ceux qui essaient de pousser les murs. Notre boulot, c'est de pousser les murs. Il y avait Anne et Jean-Philippe, la Caton-Massal tout à l'heure, qui sont prisqueurs. Ça fait 40 ans qu'ils essayent de pousser les murs au sens propre comme au figuré. Comment est-ce qu'on pousse les murs aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut connaître, et on en parle de temps en temps avec Mathilde, il faut connaître les termes de la loi. Un architecte qui sort de l'école connaît rien à PLUI, il sait même pas ce que c'est. La quasi-totalité, et Mathilde le dit tout à l'heure, des permis qu'elle refuse, c'est juste des permis qui sont illégaux. C'est juste hallucinant qu'un architecte dépose un permis et qui corresponde pas au PLUI. Donc il faut connaître les termes du PLUI, il faut connaître les règles pour pouvoir jouer avec les règles et pas s'en affranchir, mais aller le plus loin possible pour essayer de pousser les murs. Mais évidemment dans des cadres qui sont des cadres de légalité ou autrement. Et donc ça passe par aussi une situation qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, la défiance interdit tout. La défiance, c'est un interdit, c'est quelque chose qui ne marche pas, et de la défiance fait qu'on ne peut rien faire. Donc il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la façon dont on peut concerner les gens dans une opération immobilière, concerner les gens dans la façon d'y habiter, et en les concernant, je pense, avec un peu de temps, pas comme ça en 2 minutes, mais avec un peu de temps, je suis convaincu que la confiance, en fait, est la clé. Alors, le directeur de Quartus disait hier soir... président le président de Quartus disait hier soir, donc j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler. Emmanuel Logno. Voilà, Emmanuel Logno, qui disait on manque de liberté pour créer. Alors là, vous me dites, bah non, on va arrêter cette histoire de liberté, maintenant on va filer droit. Alors, c'est pas qu'on arrête la liberté, il n'y avait pas une exception marseillaise où il n'y aurait pas eu de droit de l'urbanisme appliqué à cette ville. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'avant, il y avait une façon de tordre parfois les autorisations pour favoriser des projets privés et en fait des intérêts privés. C'est pas pour favoriser l'intérêt général et le projet du siècle. Et ça, c'est pas... Juste pour le dire avec un thème, moi qui suis donc archi, et quand ils sont arrivés, comme on sait que je suis près d'eux, je n'ai jamais reçu autant d'appels de ma vie, de gens qui me disent « Putain, c'est bon, tu es un peu le Harry Potter de cette ville, attends, tu fais ce que tu veux, viens, fais un truc et tout ça. » Mais j'en ai reçu des dizaines de mecs qui me disent « Mais juste, non, c'est pas possible. » Donc maintenant, je reçois plus personne, au moins c'est réglé, c'est ce truc-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans les habitudes, pardon de t'avoir coupé, Mathilde. Non, ce que je voulais dire, c'est que
il y avait, et je tiens à bien situer mon propos, c'est pas Mathilde Chaboch qui dit ça de façon empirique et accusatoire, c'est le rapport de l'Agence française anticorruption qui pointe des dérives très fortes dans les permis de construire qui avaient été accordés précédemment. On a, nous, du coup, saisi le procureur, dès lors qu'on a eu connaissance de ce rapport, on a saisi le procureur, et il y a une action en justice qui, je l'espère, pourra prospérer. On a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe des dysfonctionnements, des atteintes à la probité, des illégalités sur la façon de donner les autorisations de construire dans cette ville. Donc on n'est pas en train de parler hors sol d'un truc poétique, genre très audacieux, très sympa, mais il faut de la liberté. Là, on parle de malversation, en fait, dans la façon dont les autorisations, qui sont créatrices de droits et derrière lesquelles il y a à chaque fois des millions d'euros, ont été accordées par le passé, ce qui a cultivé une grande réticence, et ils ont bien raison, des habitants en se disant c'est des voleurs, c'est du n'importe quoi. Donc face à ça, moi j'entends tout à fait ce que dit Mathieu en disant si on pousse la qualité, il faut que les architectes soient rémunérés correctement. Et moi, je rapproche ce qu'il nous dit de la part consacrée dans les bilans d'opération aux architectes des marges. Les marges que font les promoteurs sont une partie du sujet. Les marges à Marseille sont singulièrement plus élevées que les marges moyennes en France. Et ça, je pense que c'est un sujet. Quand on regarde les marges moyennes en France, alors je vous donne des données empiriques, je n'ai pas une source écrite, je le dis, mais j'évolue dans ce milieu professionnel depuis quand même de nombreuses années. Les marges moyennes en France, on est entre 6 et 8%. Les marges à Marseille, quand je questionne opération par opération, on est entre 10, 12, 16% dans les des marges des années 80 presque. Des marges des années 80, des marges d'un territoire, pour le coup sauvage, dans lequel la loi du plus fort permettait de dominer. Et évidemment, tout ce petit monde râle quand on dit non les gars, en fait, ça va vous conduire mécaniquement à réduire vos marges parce qu'on va faire plus qualitatif, vous allez faire plus bosser les archis, il va falloir les payer et vous n'allez pas faire n'importe quoi et bourrer au cordeau parce que le PLUI permettrait ça. Non, il y a la règle et il y a l'esprit de la règle. Alors ces grands projets, ces nouveaux quartiers, ces ZAC, là vous n'allez pas me dire qu'on détournait les règles. Et j'ai cru lire un peu partout dans vos tribunes que vous voulez arrêter ces grands projets. Alors, pardon, mais je ne veux pas du tout arrêter ces grands projets. Je constate au contraire qu'en fait, il y a très peu de ces grands projets. À Marseille, il y a une douzaine de ZAC actives aujourd'hui. Montpellier, il y en a 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 12 pour Marseille, c'est tout petit. Dans ces ZAC actives, je suis encore bien gentille de le dire, parce que la plupart, elles sont carrément sous perfusion, voire sous respirateur, tellement elles sont en fin de vie. C'est des vieilles ZAC où il n'y a plus tellement de projets, il n'y a pas de bilan qui tourne vraiment et il n'y a pas vraiment d'ambition. J'ai fait faire là par les services une revue des ZAC, parce que les ZAC, pour moi, c'est un outil très intéressant. Pas la ZAC en soi, j'en ai rien à faire, mais l'idée qu'on conçoive bien de la ville et pas du logement. C'est-à-dire que ça permet d'articuler les différentes fonctions et la mixité fonctionnelle et sociale des territoires qu'on produit. Donc je trouve ça très intéressant comme outil morphologique de production de la ville. Sauf que dans les ZAC qu'on a, j'ai fait sortir aux équipes les projets qui allaient sortir là dans les 6 mois ou l'année qui vient, on va avoir 5 permis dans nos 12 ZAC. Vous voyez ce que c'est à l'échelle d'une ville comme la nôtre. Donc le problème de nos ZAC, c'est qu'elles manquent d'ambition, elles sont à l'arrêt, elles sont en général des vieux trucs qui sont maintenus, on ne sait pas bien pourquoi, et elles ne permettent pas de produire des nouveaux quartiers constitutifs. Après, face à ça, moi je dis que le sujet clé pour Marseille, au-delà de relancer une politique d'aménagement à travers les ZAC, c'est de réparer le centre-ville. Et ce centre-ville de 1000 hectares qui abrite plus de 220 000 habitants, qui est une poche de pauvreté à ciel ouvert avec des taux de chômage astronomiques, pas d'école, une quantité d'habitats indignes complètement dingue et 40 000 logements vacants qui sont en grande partie dans ce centre-ville, tant qu'on n'a pas réparé ce centre-ville, tant qu'il reste un endroit qu'on s'amuse à ripolliner joyeusement de temps en temps mais qu'on ne répare pas en profondeur, on ne s'en sortira pas collectivement dans cette ville. On parlera tout à l'heure de réparer la ville, c'est une notion qui effectivement est présente aussi dans ce festival. Mathieu Poitvin, avant de passer à la chronique de David Trottin, ces agglomérations, cette agglomération ici ne cesse de croître quand même. Est-ce qu'il faut quand même pas un minimum planifier le développement des nouveaux quartiers? Est-ce qu'il ne faut pas continuer un peu ces ZAC? Alors moi je suis pas urbaniste, surtout pas, et ça risque pas. Je suis architecte et donc ce qui m'intéresse dans mon métier c'est de juger les projets ou de regarder les projets par rapport à l'imagination qu'ils peuvent procurer, à la façon dont ils créent du commun ou la façon dont ils créent du lien. Le lien, c'est-à-dire, c'est la même source étymologique que liberté. Donc c'est en ce sens que ça m'intéresse. Donc de légiférer sur comment ça se développe ou comment ça se développe pas, j'en sais rien. Ce qui me paraît le plus juste, en tout cas aujourd'hui, c'est de considérer, et on l'a quelque part, ce confinement et cette pandémie a été une chance grâce à ça, c'est que
En restant chez nous bloqué, moi je fais partie des archis qui a passé ma vie dans le train pour aller faire des concours à peu près partout, pour les perdre évidemment, parce que mon principal boulot c'est quand même de perdre des concours. Mais il m'est arrivé d'en gagner aussi de temps en temps. Mais en restant chez moi, en fait, dans ma vie, je me suis aperçu que l'endroit que je connaissais le mieux, l'endroit où je savais quand est-ce qu'il faisait chaud, quand est-ce qu'il faisait froid, quels étaient les gens qui y habitaient, ou à peu près, ou comment était le sol, c'était encore l'endroit dans lequel je vivais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un rapport presque de jardinier si j'étais sage, mais plutôt paysan dans le sens d'un sens des pieds sur terre, où l'architecture se fait plus avec les pieds qu'avec la tête d'une certaine façon. Et je trouve qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un paysan de cultiver un champ à 10 000 km de chez lui ou à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, mais il va dans un champ qu'il connaît par cœur et qu'il va cultiver. Et il va voir comment les choses qu'il plante poussent. Si ça pousse, il continue, il les cultive, il les peaufine, il en prend soin. Et ce qui ne pousse pas, il le change. Donc la première des choses, et je rejoins un peu ce que dit Mathilde, avec quelques petits bémols, mais c'est pas grave, la première des choses, c'est de prendre soin de la ville. Ce que fait Mathilde, ce qu'elle essaye de faire sur le centre-ville, en effet, c'est de prendre soin d'un endroit qui a été laissé pour compte depuis très longtemps. Il y en a d'autres. On est la ville de France dans laquelle il y a le plus grand nombre de cités dégradées. C'est juste hallucinant. Et pourtant, c'est des endroits qui ont été construits avec une qualité assez étonnante, avec une géographie, parce que ce qui est beau chez nous, c'est la géographie, avec une géographie rare. Et ces endroits sont laissés à l'abandon complet, mais vous imaginez même pas ce que c'est. Et je vais pas m'étendre parce que on en aurait pour des heures. Et on doit enchaîner derrière. Alors, c'est en prenant soin de la ville, et en prenant soin de la ville, et quels que soient les critères législatifs pour le faire, c'est comment est-ce qu'on prend soin de la ville qu'on pourra trouver, à mon avis, des situations de futur possibles. David Trottin, vous êtes l'habitué de l'édito de cette émission. La ville sauvage, la ville domestique, la ville de compagnie, c'est un tigre ou un caniche ? Oui, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, merci d'abord à l'association Va Jouer Dehors pour cette opportunité de parler de la ville en oubliant la langue de bois de l'art urbain. La ville inclusive, la ville résiliente, le vivre ensemble, la ville partagée, la ville du quart d'heure, le poumon vert, la ville cyclabilisée et marchable. Effectivement, il faut savoir appeler un chat, et ici, un tigre. La ville est sauvage. Alors, est-ce que seulement Marseille est sauvage ? Non, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les villes qui ont été invitées. Palerme, Naples, Medellín, Athènes, Mexico, on peut réétendre, Los Angeles, peut-être qualifiées de la même manière. Et puis quand on voit des villes, on parlait de Détroit, de Lagos, c'est des villes qui sont effectivement, on sent que c'est peut-être la manière aujourd'hui de considérer que l'état des métropoles, c'est peut-être ça, d'être sauvage. Alors, cette brutalité, cette violence, c'est quelque chose d'incontrôlable qui s'organise en dehors des règles et des lois. Mais cet état préalable aussi à la civilisation. Et c'est le retour aussi post-civilisationnel. C'est ça qui est intéressant dans le terme, c'est qu'il est très ouvert. Tu disais, Mathieu, il y a plein de manières de le prendre. C'est quelque chose qui est en tout cas difficile à apprivoiser. La ville sauvage, c'est en tout cas de l'énergie, du travail, une chance de tout changer. Ça reste toujours pourquoi on vient des campagnes avoisinantes de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. La ville sauvage ou la ville domestiquée, c'est cette lutte entre le positif et le négatif de la ville qui est lieu par excellence du politique. Dans les différentes manières d'envisager les choses, le libéralisme assume cette jungle. Il joue sur la loi du plus fort et du plus riche, du ghetto à la gated community, c'est chacun chez soi et la police veille. Le totalitarisme aussi, qui s'intéresse beaucoup à la ville, il met tout ce beau monde-là au pas dans un modèle assez proche du libéralisme, le plus consumériste qui existe, avec un niveau supérieur qui est sur le contrôle. Attention, si tu ne traverses pas dans les clous, en plus, on pourra avoir une atteinte sur ta liberté et on réduira ton espace de liberté. Et enfin, la social-démocratie, aujourd'hui, qui s'installe avec l'écologie qui n'y prend pas, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut faire la ville de tous. C'est un paradis, c'est plein d'idées qui sont très très généreuses sur la manière d'organiser la vie pour chacun, sauf pour les voitures. C'est la ville de tous, mais surtout enfin la ville de chacun. Et c'est là où ça devient souvent le problème, cette notion de vouloir faire la ville pour chacun. Il y a une phrase de Churchill qui est assez connue qui dit qu'on peut dire que la démocratie est le pire des systèmes de gouvernement à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. On peut facilement y échanger la démocratie et la ville. L'élément représentatif des paradoxes de la ville, pour moi, c'est l'espace public. Il se lit comme le palimpseste des velléités pour domestiquer la ville. Si on reprend l'histoire, on a d'abord fait l'égout au milieu de la rue, au Moyen-Âge, on a fait l'éclairage sous Louis XIV, au XIXe siècle, on a installé des pissotières, on a même fait de ramassage d'ordures, dans certaines villes ça existe depuis longtemps. Le boulevard et les parcs dans les années au début du XXe siècle pour pouvoir enfin trouver peut-être un niveau de confort et de respiration. Et puis quand même,
pour notre génération, ce qui nous a marqué, c'est depuis plus de 50 ans, la grande manière dont le transport a modifié et façonné les villes. On est passé du tout voiture des années 60 au tout sauf la voiture depuis 20 ans. Et puis, il y a toujours cette idée de la sécurité et encore de la sécurité qui intervient dans la modification de l'espace public. Toutes ces évolutions, ce sont des règles, mais c'est surtout des objets, des bornes, des poteaux, des zébras, des ralentisseurs, des clopodotactiles, des glissières, des rails, des barrières, des bandes de guidage, des panneaux informatifs, des sonorisations, des feux tricolores, des clignotants, des sanisettes, des conteneurs, des lampadaires, des poubelles, des orodateurs, des arceaux de vélo, des caméras de surveillance, des arrêts de bus, des vélib, de taxis, le corollaire des réseaux, les transformateurs, les armoires de contrôle, les panneaux publicitaires qui sont la contrepartie des fournisseurs de mobilier urbain. Enfin, j'arrête là et on pourra étendre cette liste à l'infini. Aux urbanistes et aux paysagistes de raconter la petite histoire qui mettra en forme tout ce bordel. Devant le manque de moyens, les collectivités cèdent l'espace public des centres-villes au privé. La terrasse remplace le trottoir et la place. Si tu ne consommes pas, tu peux toujours t'asseoir sur une borne anti-camion suicide ou dans un pot de fleurs. Il n'y a plus de blanc car les SDF les utilisaient. Bref, vous aurez compris mon affection pour ces aménagements. C'est la ville de bonne compagnie. Comme les animaux. Oui, notre caniche. Voilà. Heureusement, il y a dans la ville il y a de la vie et il y a cette énergie de la ville sauvage qui reprend ses droits, invente et détourne les usages, comme les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés de granit bien taillés. Le tigre mangera le caniche. Merci David Trottin pour cette très belle édito. Alors pour reprendre un peu ces termes, Mathilde Chaboch, on voit qu'à Marseille il y a eu beaucoup d'initiatives pour un peu sortir des règles. Ici est présent Nicolas Détry d'Yes We Camp, qui est donc un collectif qui est né à Marseille en 2013 pendant Marseille Capitale Culturelle. Quelles seraient un peu les autres initiatives qui pourraient permettre de refaire de la ville un lieu d'invention ? Alors, on est un terreau en fait dans cette ville. Donc des initiatives, il y en a. Vous citiez Yes We Camp, mais il y a des tas d'acteurs. Il y a un projet à Foresta auquel ils sont impliqués aussi. Il y a des tas de projets plus modestes aussi, de réhabilitation, de petites associations qui font des tas de choses et qui ont une envie de contribuer avec nous à transformer la ville. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas que cette société civile mobilisée et organisée. Il y a aussi les acteurs privés, les entreprises qui pour moi ont un rôle à jouer majeur là-dedans, peut-être pas tant par leur créativité que par les moyens qu'elles peuvent mettre à la disposition et l'emploi qu'elles peuvent proposer aux habitants. Parce que je crois qu'il faut aussi se rappeler des fondamentaux en fait d'une société, c'est-à-dire qu'on est une ville qui cumule les difficultés parce qu'il y a eu des politiques erratiques pendant fort longtemps, mais aussi parce qu'on a une pauvreté structurelle qu'il faut endiguer. Du coup, pour moi, la question de l'emploi, c'est pour ça que je fais rentrer ces entreprises dans le terreau fertilisateur de notre ville. C'est-à-dire que je crois qu'on ne transformera pas durablement cette ville uniquement par des initiatives bigarrées et sympathiques. On a besoin d'adresser le sujet profond de ce territoire qui est la pauvreté structurelle reproduite de génération en génération dans des quartiers qui sont des ghettos, desquels on ne sort pas, dans lesquels la puissance publique ne va pas et qui sont totalement enclavés. Donc pour moi, l'objectif, le méta-objectif politique, il n'est pas tant de faire la ville harmonieuse et la ville belle, ça oui, je veux dire, mais ça pour moi c'est tellement mon terrain que ça me paraît pas être le plus compliqué. Mon vrai sujet, c'est comment on sort d'une ville structurellement pauvre et inégalitaire. Et du coup, je crois que le sujet de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté, il est majeur parce que de là découlera une possibilité d'intégrer toutes ces initiatives dans leur créativité. Alors, Mathieu Poitvin, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en addition à ça, un impératif environnemental qui impose une forme de, on va dire, frugalité, hein, pour reprendre les mots de Philippe Madec, qui a pas, est-ce que c'est pas vraiment compatible avec un développement urbain spéculatif ? La frugalité, c'est quoi la frugalité ? Est-ce que c'est mieux de vivre dans un grand appartement en béton que dans un petit appartement en pierre sèche ? Je suis pas certain de la qualité des choses. Que je pense, les termes, il y en a plein. On peut employer plein de termes de marketing, mais qui sont très importants. Enfin, qui sont pas très importants. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut vivre mieux d'une certaine façon. Ce que vient de dire Mathilde est fondamental, c'est-à-dire que la ville qui fonctionne, la ville qui dure, c'est la ville qui invente et dans laquelle chacun des participants est pris en compte. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire. C'est quelque chose d'assez récent, la ville. Ça a 14 000 ans.
Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où quand la ville a divisé, quand la ville a laissé pour compte une part de sa population, il n'y a pas eu une explosion complète et la ville a disparu. Moi, je crois qu'on est à ce stade-là. L'obligation écologique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait 40 degrés à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre, par exemple, c'est juste un truc qui n'existait pas avant et aujourd'hui, ça sera peut-être l'été le plus doux qu'on aura. C'est une obligation de construire autrement. En effet, c'est une obligation de construire avec d'autres matériaux. C'est une obligation d'avoir une empreinte carbone qui soit la plus faible possible. On l'a dans la RT 2022, mais on pourrait l'avoir de manière beaucoup plus claire que ça. En gros, un bilan, c'est écrit, voilà, il y a un bilan, ton bilan carbone, c'est ça sur le permis, et le permis pourrait être validé ou pas validé en fonction de ce bilan carbone. Ça existe un peu, mais c'est tellement dans les rouages et dans les arcanes de bilan thermique que c'est très compliqué de pouvoir le vérifier. Donc ça fait partie, à mon avis, des choses qui sont à légiférer et qui seraient peut-être possibles. Mais encore une fois, je pense que la seule responsabilité, et elle est hybride, elle est commune à tout le monde, c'est comment est-ce qu'à partir de maintenant et de manière urgentissime, on arrive à concevoir et à construire des villes pour permettre l'avenir, juste pour permettre les choses possibles. La ville, c'est notre avenir. Moi, je suis vieux, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et j'ai envie que ces enfants et ces petits-enfants en aient d'autres pour se dire que leur avenir, c'est la ville, et elle peut être juste vivable. Pour l'instant, c'est juste pas vivable, quoi. Et elle doit être réparée, comme vous disiez, M. Chaboch ? Elle doit être réparée. Elle doit être réparée, y compris dans une logique, moi je comprends, hein, sur la frugalité, c'est un concept un peu à la mode, mais dans une logique d'économie des sols. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'ai une vision très organique de la ville. On a besoin d'air, on a besoin d'espaces verts. En fait, on a besoin d'endroits où l'eau puisse s'écouler et s'infiltrer. Nous, dès qu'il pleut, le Vieux-Port est sous l'eau, la Canebière est sous l'eau, parce qu'on a tellement imperméabilisé les sols qu'il n'y a plus d'endroits d'infiltration. Et donc ça veut dire qu'avec l'élévation des températures, l'élévation du niveau de l'eau et globalement la vulnérabilité de notre territoire au risque écologique, c'est pas pour les riches qu'on fait ça, c'est surtout pour les pauvres. C'est-à-dire que justice sociale et justice environnementale ne peuvent pas être opposées. Les deux se rejoignent et c'est notre responsabilité. Donc il faut absolument entrer dans cette bascule qui permettra de minimiser notre impact sur l'environnement. Alors au final, est-ce que la ville sauvage, c'est donc un terme qui sous-entend une certaine violence quand même, ne serait peut-être pas en réalité une ville plus douce où il fait bon vivre en fait ? C'est une question que je pose un peu à tous les deux. Pour moi, la ville sauvage, elle doit révéler notre potentiel de créativité tout en domestiquant une partie de nos usages pour éviter que la loi du plus fort domine. Très bien. Il n'y a pas de limite à la douceur. Il n'y a aucune limite à la douceur. Merci. Alors, on va conclure avec l'agenda archiculturel de Dominique Boré. Bonjour Dominique. Alors Olivier, en octobre, c'est le mois de l'architecture. Donc comme chaque année, il y a les Journées nationales de l'architecture. C'est la 7e édition. Elles se tiendront du 14 au 16 octobre 2022. Au programme, des événements proposés partout sur le territoire français qui visent à ouvrir le regard sur notre environnement, construire, révéler la manière dont les architectes conçoivent nos espaces de vie et mettre à l'honneur la dimension culturelle et créative de l'architecture. C'est un événement à pas manquer et vous pouvez trouver tout ce qui concerne votre ville ou votre campagne sur le site de culture.gouv. Voilà, c'est le site du ministère de la Culture, pardon. C'est le mois de l'architecture, comme je vous le disais, et les préfigurants, ces journées nationales, à partir du 1er octobre, il y a le festival Zigzag, qui est un festival autour de la vallée de la Seine. C'est une initiative extrêmement intéressante qui mobilise tout à la fois les architectes, bien évidemment, mais des élus, des urbanistes, des paysagistes et des artistes, qui mettent en récit une vingtaine de lieux, de Mantes-la-Jolie au Havre, ces espaces étant en tentant de décaler le regard, susciter la curiosité et ouvrir de nombreux débats autour de l'appropriation de ces espaces de vie. C'est un festival très intéressant et qui nous fait découvrir à chaque fois des lieux qui nous sont inconnus. Vous pourrez tout trouver sur le festival, sur le site, bien évidemment, du festival Zigzag, zigzag.fr. Enfin, toujours à propos de ces journées nationales de l'architecture, la Biennale du réseau des maisons de l'architecture les prolonge jusqu'au 23 octobre à Lorient. Cette nouvelle édition de la Biennale du réseau des maisons de l'architecture qui regroupe tous ces événements autour du thème Tous pour l'architecture, met le cap à l'ouest donc et pose ses balises à Lorient. Pendant 9 jours, expositions, balades urbaines, projections, discussions et remises de prix
prennent place dans la ville autour de la thématique de l'habitat. Au total, ce sont plus de 25 événements, dont la majorité sont gratuits ou ouverts à tous. Cette biennale est organisée bien évidemment par le réseau des maisons d'architecture, avec l'appui de la Maison de l'Architecture et des Espaces de Bretagne, la ville de Lorient, et elle est coordonnée par Thémaprod, qui édite le magazine Web Théma Archi, que je vous conseille. Sa lecture est toujours très instructive et intéressante. Et enfin, pour terminer, ce n'est plus de l'architecture, mais c'est d'urbanisme. Je vous propose de réécouter d'écouter, si vous n'avez pas eu le bonheur de le faire pendant le mois de juillet et le mois d'août, l'émission Esprit des lieux de Toufik Hakem, qui est producteur sur France Culture, qui nous a passionnés avec une série consacrée à des rues, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Ivry-sur-Seine. Avec ses invités, architectes, historiens, habitants, vous les arpentez, vous les regardez, vous vous interrogez sur leur mutation à partir de l'analyse descriptive de leurs façades, des commerces, de leurs fontaines et espaces publics. C'est absolument passionnant. La rue Lénine à Ivry est racontée par l'architecte des monuments historiques Gattier, est un joyau d'écoute. Voilà, c'est l'Esprit des rues sur France Culture, évidemment sur le site de Radio France. Je vous souhaite un beau mois d'octobre architectural. Alors, pour conclure, on a tous conscience que la ville ne peut plus se faire en la planifiant 30 ans à l'avance, sans laisser la place à l'imprévisible, sans laisser la possibilité à la ville d'accueillir l'évolution de nos sociétés, qui évoluent toujours de manière très inattendue. Alors, faut-il tout planifier, au contraire, laisser un peu de place à l'inattendu? Le débat n'est pas clos, mais je vous donne rendez-vous dans 10 ans à Marseille pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, je dis merci à Mathilde Chaboch, merci à Mathieu Poitvin pour ce débat très riche et d'avoir organisé cet événement. Merci Léa Muller pour cette carte blanche. Bien sûr, merci à David Trottin, Dominique Boré, que nous retrouvons le mois prochain. Merci David, à la technique, qui a traversé la France pour nous organiser ce studio mobile au sein de ce festival. Il doit repartir à Paris pour ça. Merci Guillaume Loiseau de Eric France pour cette parole accordée. En tout cas, on se revoit le mois prochain. En écho à ce thème d'aujourd'hui, je vous invite à écouter l'émission d'avril, Élections, vote et territoire sont-ils liés? Il y a quelque chose de proche à ça. D'ici là, n'hésitez pas à écouter nos émissions précédentes en podcast sur votre player habituel ou sur le site de Bâti Radio. Et vous pouvez nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com. Merci et à très bientôt. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.